Et bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast d'Écolosport. Écolosport, le podcast est une série de 17 épisodes consacrés aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU, qu'on appelle aussi ODD, appliqués au monde du sport. Au programme de chaque épisode, un sportif de haut niveau nous parlera de son engagement et une association, fondation ou ONG, en lien avec le sujet, interviendra en deuxième partie. Dans ce podcast, nous allons explorer comment le sport peut contribuer à la réalisation des ODD et comment ceux-ci peuvent soutenir le développement du sport, qui est plus qu'un simple divertissement aujourd'hui, c'est également un moyen puissant pour améliorer la qualité de vie des individus et des communautés. Ce 5e épisode est consacré à l'ODD numéro 15, la protection de la vie terrestre. Dans la deuxième partie de ce podcast, je recevrai Didier Lehenaf, le fondateur des Forêts du sport français, un mouvement national d'acteurs du sport qui porte des projets de réensauvagement et de renaturation. Mais je reçois d'abord la kitesurfeuse Armelle Courtois. Cette vice-championne du monde de kite speed explore les plus hauts lacs du monde en kite avec le projet Riding to Explore dont elle va nous parler. Elle a aussi lancé en 2022 l'événement Sport for Future qui doit favoriser l'engagement des sportifs dans la transition écologique du sport. Je suis Mickaël Ferizi, fondateur d'Écolosport, le premier média spécialisé dans la transition écologique de ce secteur, un média positif et engagé pour un sport durable. Je vous invite d'ailleurs à nous suivre sur ecolosport.fr et sur nos différents réseaux sociaux. Écolosport, le podcast, c'est avec 2D et ça commence maintenant. Bonjour Armelle. Bonjour. Je suis très heureux de te recevoir à notre micro pour parler de ton expérience, de ton vécu aussi en montagne. Nous allons y venir, mais avant de se plonger au cœur du sujet, et pour celles et ceux qui ne te connaissent pas surtout, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es ? Oui, bien sûr. Alors, donc je m'appelle Armelle Courtois. Moi, je suis une athlète, à la base issue du milieu du kitesurf. J'ai fait pas mal de compétitions, notamment en kite de vitesse, où j'ai eu un titre de vice-championne du monde. Ensuite, je me suis plongée dans un format plutôt régate, notamment à l'occasion du NJ Kite Tour, des Coupes de France. Et puis, en fait, j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule puisque j'ai souhaité, en tout cas, ajouter une corde, à l'arc de mon sport, on va dire, heu, en développant vraiment un pan de sensibilisation, donc la sensibilisation à travers le sport. Et notamment à travers, le projet Riding to Explore que j'ai cofondé avec mon compagnon, Martin Thomas, qui lui est athlète, 5e aux Jeux olympiques de Tokyo, mais en canoë slalom. Donc le défi sportif, au départ qui nous animait, c'était celui d'aller kiter les plus hauts lacs, de montagne. Et en fait, on s'est servi, du sport comme, porte d'entrée justement pour en fait, parler, on aura l'occasion d'y revenir, du réchauffement Ouais, climatique et plus particulièrement de la fonte glaciaire, d'accord. donc à travers ce défi. Voilà. Très bien. On y reviendra effectivement tout à l'heure. Alors, une kitesurfeuse qui intervient pour parler de la vie terrestre, on pourrait trouver ça étrange de prime abord, mais nous voulions faire le lien avec l'épisode précédent où nous parlions de la vie aquatique avec la nageuse Charlotte Bonnet et Clean Maïkalank. Est-ce que tu peux nous parler des interactions existantes entre les vies aquatiques et terrestres ? Oui, alors on sait que de toute façon, l'équilibre de cette planète, repose énormément sur cette interaction entre terre et eau. On l'appelle la planète bleue, c'est bien que, voilà, la proportion, d'eau, est vraiment, hyper importante et hyper importante aussi pour l'équilibre des écosystèmes, y compris les écosystèmes terrestres. On sait que l'eau est la base de toute la vie sur terre, ça résume bien la situation. Et pour cela, je trouve que, justement, les glaciers, c'est un peu un symbole, de cette interaction entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. C'est un peu un trait d'union finalement. Quand on parle glacier, on pense souvent montagne, on pense souvent à un milieu très éloigné, par exemple de la mer, et en même temps, on pense plutôt à de la glace et pas forcément directement à l'eau. Et pourtant, on peut voir que les glaciers, c'est, la clé de voûte, à la fois au niveau de l'eau douce et à la fois au niveau des océans aussi, puisqu'en fait, sur terre, il y a 2 types, d'environnements, aquatiques finalement. Il y a l'eau douce et l'eau salée. Hem Et finalement, il y a seulement
moins de 3, donc entre 2,5 2,8 d'eau Oui. douce et seulement 1 Mmh. de cette petite part déjà d'eau douce est de l'eau à l'état liquide et les 69 de cette eau douce est détenue par les glaciers. Donc et beh, voilà, en fait, finalement, c'est un des plus gros mastodontes terrestres qui est, réservataire de quasiment 70 de l'eau douce, sur terre, donc c'est un gros symbole et quand les glaciers fondent justement, puisque c'est un peu, un peu le sujet, nous, qu'on a abordé, dans nos projets, beh, il y a plein de gens qui pensent que quand on parle des glaciers, on parle du réchauffement climatique, mais en montagne et en fait, pas du tout. C'est vraiment une clé de voûte du climat parce que quand les glaciers fondent, bah, finalement, ils fondent, ils vont donner des lacs, ils vont donner des cours d'eau, des rivières et en fait, tout ça va finir où? Bah, va finir dans l'océan et ça va changer beaucoup de choses. Déjà, bon, on a la réserve d'eau qui change de nature, qui change de proportion, d'eau douce, j'entends et puis on va aussi changer tout un tas d'équilibres. En mettant de l'eau douce dans de l'eau salée, on va changer la salinité, on va changer du coup les courants, ce qui va Bien changer le sûr. climat, ce qui va changer les vents, ce qui va changer la géographie des côtes. Donc voilà, je pense que les glaciers, bah, ils représentent bien le lien entre la vie, aquatique et la vie terrestre parce que c'est un équilibre, bah, hyper fragile et d'autant plus aujourd'hui, mais qui part de très Mmh. haut dans la montagne. Tu le disais tout à l'heure avec ton compagnon Martin Thomas, vous avez cofondé Riding to Explore, un projet qui, vous amène à kitesurfer sur les plus hauts lacs du monde. Est-ce que tu peux nous parler justement de la visée environnementale de la démarche? Alors voilà, comme je l'évoquais rapidement dans l'introduction, en fait, nous, on a voulu vraiment, se servir de cette porte d'entrée fantastique qu'est le sport, pour parler d'un sujet, beaucoup plus vaste, à visée environnementale justement. Alors au début, il faut se dire que, on n'avait peut-être pas, cette ambition avouée, pour être complètement sincère. On était, bien entendu, éveillés aux sujets environnementaux, mais à un niveau bien moindre qu'aujourd'hui. On était amoureux des grands espaces, de la montagne, c'est ce qui nous a conduit à imaginer ce défi qui était d'aller kiter, en haute altitude. Mmh. Parce que quand on pense kite, on pense plutôt, niveau zéro, bord de Ouais. mer, plage et cetera et cet amour pour les grands espaces et la montagne nous a amenés à l'imaginer un peu plus haut et au départ, on va dire que c'était purement un défi sportif, de repousser les limites, d'associer 2 passions et ça nous a amenés, voilà, à aller s'expérimenter en montagne avec, cette, adrénaline de battre des records d'altitude en kitesurf et puis, en fait, c'est allé beaucoup plus loin que ça parce que, on a, bah, découvert des choses, qui nous ont vraiment, interpellés, là-haut, notamment en cherchant des lacs d'altitude. Ouais. Pour donner un exemple concret, heu, on s'est retrouvés sur le terrain à pouvoir kiter des lacs à des endroits où sur les cartes IGN, il n'y avait pas de lac. Ah oui. Il Et oui, c'était sur une carte IGN, c'était un glacier et puis en fait, en allant sur place, c'était un lac et un lac qu'on peut kiter. Ah ouais, d'accord. À savoir que nous, on avait estimé, la limite de diamètre à peu près, d'un lac à au moins 135 mètres. En dessous de 135 mètres de circonférence, il y avait pas assez de place, on va dire, pour, lancer le kite, faire un virement de bord et cetera. Donc ça voulait dire qu'on partait d'une carte IGN, avec un glacier et en fait, sur le terrain, on se retrouvait avec un lac d'au moins 135 voire 150 mètres de diamètre. Waouh! Donc le grand écart, nous a quand même saisis et ce qui veut dire que la fonte des glaciers s'est mise en route beaucoup plus vite que l'actualisation des cartes IGN et donc notamment, c'était au glacier du Grand Méan. Bah, c'était un lac qu'on a kité qui avait moins de 10 ans et dont bah, voilà, le diamètre, s'agrandit chaque année, hein, on le suit depuis. Mais voilà, donc ça nous a interpellés et finalement, on est rentré en lien grâce à la fondation Eau Neige Éclase qui depuis longtemps, œuvre avec un collège de scientifiques d'un côté et les sportifs de l'autre pour mêler, science et sport,
dans le message finalement unique de la protection de l'eau et de la montagne. Donc on s'est rapproché de cette fondation qui avait un ADN qui nous parlait et il nous a mis en lien avec Jean-Baptiste Bosson, qui est un glaciologue, justement, à l'origine d'un projet qui s'appelle Ice and Life, qui lui a pour but justement l'étude de tous ces lacs, qui vont naître, de la fonte glaciaire, avec notamment une modélisation, de ce que seront ces lacs et ces glaciers dans quelques années. C'est un programme unique au monde et D'accord. ces recherches viennent d'être publiées dans la, célèbre revue Nature. Donc voilà, ça fait un peu de bruit, mais à l'époque, on a commencé à bosser avec lui, il était encore sur le début de son programme et voilà, c'est lui qui nous a mis un peu au fait de tout ce qui se passait et finalement, on a complètement bouleversé le projet pour, mettre vraiment le kitesurf, qui est un symbole de vie aquatique, au service, de ces glaciers qui fondent pour, alerter l'opinion, le grand public à travers des films, à travers des interventions, mais sur une note positive, en se détachant un petit peu du discours, éco-anxieux, écologie punitive qui peut, un petit peu des fois, voilà, marginaliser, les discours écolos et cetera et se servir de cette formidable atout qu'est le sport pour ça. Et pour illustrer ces expéditions, justement, vous avez réalisé 2 documentaires, Sous le vent des glaciers et One Degree qui vient de sortir, qui montrent les effets du changement climatique dans les Alpes, les Andes et l'Himalaya où vous êtes, allés. En dehors de la fonte de ces glaciers un peu plus rapide que ce que tu avais pu, imaginer, qu'est-ce que tu observes en montagne? À quel point les écosystèmes et la biodiversité sont menacés et qu'est-ce que vous montrez finalement dans ces 2 documentaires? Ouais, alors ça, c'est aussi, quelque chose, la biodiversité, justement, la fragilité de ces zones, humides qui naissent du recul des glaciers, c'est quelque chose sur lesquels on a énormément appris, notamment avec Jean-Baptiste, puisque c'est un peu sa spécialité. En fait, il faut imaginer que, quand les glaciers se retirent, heu, ils laissent place à, toute une zone de biodiversité, une zone de pure naturalité, qui est en fait un des derniers espaces vraiment de pure naturalité sur terre où l'homme, n'est pas encore allé et n'a pas encore tout touché. Parce que pendant l'anthropocène, on le sait, c'est avéré, toutes les études le montrent, l'homme a tout modifié sur terre. Et en fait, le fait que ce glacier se retire et qu'il y ait une nouvelle zone de vie, toute toute jeune, encore vierge d'intervention, et beh, voilà, c'est une des dernières zones au monde où on pourra trouver, justement quelque chose qui n'a pas été modifié par l'homme et donc ce sont des zones focus sur lesquelles il faut absolument, mettre, des mesures ou pour les protéger et éviter encore une fois de tout perturber. Parce que, on le voit bien, que ce soit au niveau de la faune, de la flore, des micro-organismes, aujourd'hui tout est modifié, tout est impacté et là, on a l'occasion, non pas de corriger quelque chose, ce qui peut être plus dur, mais de préserver quelque chose de neuf qui vient d'arriver. Et donc là, c'est aussi tout l'enjeu. C'est que là, on a une occasion, là, au jour où on parle, nous, maintenant, de bien faire dès le départ. Donc faut pas louper ce coche-là. Ça passe par la mise en place, voilà, d'espaces protégés, et de prévention, surtout, pour, vraiment, préserver ces zones-là qui seront fondamentales. Parce que les glaciers se retirent, ça, c'est le côté un petit peu noir de l'histoire. C'est le côté, voilà, un petit peu malheureux. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces zones humides qui sont issues du recul, des glaciers, ce sont de formidables zones de biodiversité, mais aussi des puits à carbone. Voilà, donc ça a un impact hyper positif aussi pour la suite et comme je disais, là, voilà, on a l'occasion en tout cas de les protéger, heu et de protéger quelque chose qui est tout neuf. Donc il faut Ouais. vraiment être acteur de ça et là, pour le coup, ne pas se réfugier, derrière, nos respo enfin voilà, c'est notre responsabilité concrètement qui est en jeu pour les années à venir. Ouais, ne pas reproduire les mêmes erreurs. Exactement. Vous avez initié en 2022 avec, Martin Thomas toujours l'événement Sport for Future qui doit favoriser l'engagement des sportives et des sportifs, dans la transition écologique du sport. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit?
Oui, alors, bah, ça, c'est venu dans un second temps, dans la lignée finalement de ce qu'on a entrepris par les expéditions. Ouais, On va dire que le petit 1, c'était les expéditions, dans les Alpes et puis après, ça a été dans les Andes et en Himalaya parce qu'en fait, c'est un immense, comment dire? Laboratoire finalement de ce qui pourrait se passer chez nous dans quelques années. J'aime pas trop le dire comme ça, mais c'est un peu la réalité parce que ouais, dans les Andes ou en Himalaya, la menace des glaciers, que ce soit tant par les phénomènes physiques comme les tsunamis, les submersions, les inondations, comme, la sécheresse, bah, ce sont des choses qui sont déjà présentes. Dans les Andes, les écoles qui sont placées sous enfin les villes qui sont placées sous les glaciers, ils font déjà des alertes, pas incendie, mais des alertes tsunami à cause des éventuelles chutes de glaciers qui provoquent des submersions par les lacs glaciaires justement. En Himalaya, il y a déjà des villages qui meurent, qui sont déplacés parce qu'il n'y a plus d'eau pour abreuver les bêtes, pour la culture et cetera et il y a déjà des inondations puisque la saison des pluies se cumule maintenant à une fonte accélérée des glaciers, ce qui fait beaucoup trop d'eau. Et ça, en fait, c'est ce qui pourrait nous arriver, mais nous, pour l'instant, on est encore un petit peu, derrière nos mains en train de faire, pas vu, pas pris. Heu, donc c'était important d'aller là-bas pour montrer que le phénomène, à la fois, était global, quelle que soit la latitude, l'altitude, l'hémisphère, peu importe les données qu'ont changé, on avait beau être sur les plus hauts massifs, du monde, bah, les données étaient toujours les mêmes et que là-bas, c'était déjà une réalité. Et qu'on n'allait pas pouvoir se cacher très longtemps. Donc ça, c'était important. Et du coup, quand on est rentrés, on a dit: «Bah, voilà, ça peut pas s'arrêter là. Donc finalement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour poursuivre cette action?» Nous, on a dit: «Bah, nous, à la base, on est sportifs, même si on était sensibles, bah, ça a quand même fait une sacrée révélation, ce projet. Donc on va essayer, bah, de dérouler un petit peu le même fil avec nos dans notre milieu, puisqu'à la base, on est athlète de haut niveau. Donc on a dit: «Bah, on va essayer d'œuvrer pour le sport» et puis parce que le sport est un bras de levier hyper important et que, bah, engager les athlètes à la fois pour, porter des messages et à la fois, heu, pour engager une transition dans le sport, parce que le sport, il faut le dire, est un mauvais élève aujourd'hui bien et sûr. il faut que tout, voilà, toute la société, emboîte le pas et y compris le sport. Donc voilà, il y avait ces 2 pendants, le pouvoir des idoles face au grand public et à leur communauté et bah, le la nécessité d'engager le sport dans une transition. Donc on s'est dit: «Bah, on va essayer d'agir là-dessus, en tout cas très modestement avec nos armes, mais on va essayer du moins» et du coup, on a créé Sport for Future et l'ADN de Sport for Future, en fait, c'est, justement d'aller sur le terrain. Parce que, pourquoi sur le terrain? Parce que déjà, bah, moi je pense que le temps du constat, il est révolu. C'est bon, on a bien compris ce qui se passait. Plus personne, je pense, ne peut dire qu'il n'est pas au courant et puis, bah, il y a urgence, voilà et on n'est pas à la mesure de l'urgence, il faut le dire clairement. Aujourd'hui, on est beaucoup à faire des constats, mais maintenant ce qui compte, c'est le passage à l'action et aller sur le terrain, pour nous, ça constituait, bah, le symbole d'un passage à l'action. On n'est pas juste derrière des PowerPoint dans une salle, on va sur le terrain et en plus, le terrain, l'action, c'est quelque chose qui est un peu symbolique du sportif. Et bah, pour ça, les glaciers, c'est une super arme parce que c'est des témoins encore majestueux qui sont en souffrance et quand on est sur un glacier, qu'on marche sur un glacier, qu'on fait de l'escalade de glace sur un glacier, puisque c'est ce qu'on propose, heu et beh, on voit, ça fond entre nos mains, c'est symbolique, ça fond entre nos mains, ça fond sous nos pieds et ça touche et c'est pas nous qui le disons aux sportifs, c'est les sportifs qui s'en rendent compte par eux-mêmes. On est dans l'émotionnel, on touche l'émotion et c'est ça qui marche, c'est de se rendre compte par soi-même. C'est pas, voilà, d'être derrière un bureau et d'écouter quelqu'un le dire, ça c'est une chose, mais par contre, Ouais, être sur le glacier, le voir et être touché par ça a 10 fois plus d'impact complètement. et en plus, voilà, les glaciers sont encore magnifiques. C'est en tout le monde est ému d'aller sur un glacier, de faire une marche glaciaire, de sauter au-dessus d'une crevasse. Donc en plus, il y a encore ce pouvoir d'attraction où on se dit: «Mais c'est encore magnifique, on peut pas perdre ça» et donc additionné à l'émotion de cette fonte qu'on voit sous nos pieds, il y a aussi le pouvoir de séduction du glacier qui dit: «Mais bats-toi pour moi», secrètement à l'oreille et ça, tout le monde qui y va se dit: «Bah oui, on n'a pas envie de perdre ça». Donc voilà, c'est vraiment l'ADN de l'événement, c'est le terrain et ensuite c'est de mettre à disposition des athlètes et directement les scientifiques pour qu'on se perde plus, dans les médias, à aller chercher les infos. Le temps, on l'a pas forcément quand on est athlète, donc là, on est au cœur de l'info, on est en contact direct avec les scientifiques dans un cadre intimiste et surtout, on n'a pas peur de parler. On est dans un cadre
protecteur où on peut livrer ses craintes, ses réserves, son manque de légitimité, ses contradictions. On ne sera pas jugé. Au contraire, on essaye de donner des clés pour pouvoir voilà, trouver des formes d'engagement qui correspondent à chacun. Il y a beaucoup de sportives et de sportifs professionnels qui hésitent à prendre la parole sur les enjeux environnementaux pour des raisons diverses. Les sujets sont très techniques, scientifiques, hein, il y a un sentiment d'illégitimité aussi parfois, ou la pratique sportive ou la carrière sportive, qui est en contradiction avec la sensibilité. Quel est ton regard là-dessus et qu'est-ce que vous leur dites justement à ces athlètes qui viennent vous voir? Bah, justement, c'est vrai que le plus grand fr on s'est rendu compte dès la première édition que la demande, l'envie en tout cas des athlètes pour s'engager, plus s'engager, elle était hyper présente. Mmh. Donc c'est ça qui nous a aussi vachement encouragés à pousser le concept. Il y aurait eu, un petit peu de la mollesse, du désintérêt, ça aurait été différent. Mais là, non, on voit que l'envie, elle est là. Et comme tu l'as dit, effectivement, la principale cause de non-engagement, c'est le sentiment de manque de légitimité et la peur, on va dire clairement, de se faire bâcher sur les réseaux sociaux. Alors, il y a plusieurs points. Effectivement, on a tous nos contradictions. On va dire personne n'est parfait. Donc ça, on dit pas que, heu, on veut pas légitimer des actions qui sont pas forcément bien, c'est pas la question. Mais en tout cas, il faut pas attendre d'être parfait pour faire quelque chose parce que sinon, on n'interviendra jamais. Donc ça déjà, c'est la première chose et donc dans ce qu'on leur propose, déjà pour commencer, c'est de faire un état des lieux. En général, on fait une fresque du climat qui était, notamment animée par Xavier Thévenard et Thomas Michaud. Oui, Puisque Xavier est quand même, bah, pour moi, le symbole de l'athlète engagé, complètement. voilà, qui a pris des engagements très forts, même au point de vue de sa carrière, donc il peut en parler. Mais pourtant, même lui le dit, il n'est pas parfait sur tout, même s'il peut être mieux sur certains points que d'autres. Mais voilà, il est pas parfait non plus et il essaye encore de s'améliorer, même si c'est déjà quelqu'un qui a pris des engagements forts. Donc on fait une fresque du climat pour bien comprendre les enjeux et la deuxième partie de la soirée, c'est déjà apprendre à calculer son empreinte carbone. Parce que la première chose qu'on dit, c'est: «Il faut être transparent». Personne n'est parfait, donc après, le tout, c'est d'essayer de mieux faire. Mais pour mieux faire, il faut déjà se positionner. Dire: «Je vais mieux faire», mais pas savoir d'où on part, c'est compliqué. Donc la première chose, c'est déjà apprendre à calculer son empreinte carbone pour savoir où on se positionne et d'ailleurs, on aura peut-être des surprises. Il y a peut-être des choses qu'on pensait peu impactantes qui vont l'être plus et des choses qu'on pensait très impactantes qui vont l'être moins. Ouais, bien Donc sûr. ça déjà, c'est faire un état des lieux, savoir d'où on part et ne serait-ce qu'avec sa communauté et cetera, être transparent, dire: «Non, je ne suis pas parfait, voilà d'où je pars, mais chaque année, je vais essayer d'améliorer mon bilan carbone, je vais essayer de faire mieux» et avec ce calcul, on sait d'où on part et on sait quelles pistes on peut améliorer plus facilement et avec quel bras de levier on peut se battre et d'autres où on peut peut-être se battre un peu moins. Parce qu'on voilà, chacun le tout, c'est d'actionner ce qu'on peut actionner le plus possible et ensuite, dans un deuxième temps, effectivement, on explore un peu toutes les pistes d'engagement. Quand on parle engagement, on pense souvent prise de parole publique finalement. On parle, je vais mettre, des trucs sur les réseaux sociaux et puis, du coup, Mmh, bah, par rebond, je vais me faire bâcher. ouais. Voilà, ce qu'on explique aussi, c'est qu'il y a plusieurs façons de s'engager. La prise de parole, c'en est une. Si on n'est pas à l'aise avec ça, c'est pas pour ça qu'il faut, faire une croix sur toute forme d'engagement. Il y a plein d'autres façons de s'engager. On peut s'engager avec ses sponsors. Un athlète, quand il est approché par un sponsor, c'est que le sponsor, déjà, il a envie de bénéficier de l'image de l'athlète. Donc à l'athlète, petit à petit, bah, d'imposer un petit peu, Sa vision? certaines choses, quoi. En disant: «Bah, je vais bénéficier de mon image, OK, mais à certaines conditions». Voilà, ça, c'est un premier point. On travaille après avec souvent quand on est athlète sponsorisé, on en vient à travailler avec la marque sur des développements, de produits et cetera. Donc là aussi, on a une action. Un développeur produit qui va dire: «Oui, moi j'ai telle innovation pour être plus éco-responsable», on va peut-être lui dire: «Écoute, nous on est là pour gagner de l'argent, ton innovation, elle nous en fait perdre, donc on verra plus tard». Un athlète qui dit: «Ouais, mais moi, j'ai envie qu'il y ait telle innovation, sinon je ne représenterai pas ce produit ou cette marque», ça va avoir un impact différent. Et ensuite, il y a plein d'autres façons, j'en cite quelques-uns de manière, voilà, un peu méli-mélo, mais
On peut s'engager auprès des associations. Souvent, le retour aussi, c'est: «Je suis athlète, j'ai pas le temps et je sais pas comment faire». Bah, à ce moment-là, mets-toi à disposition d'une association. Les associations, elles ont le temps, c'est leur travail, elles savent comment faire et par contre, elles sont en recherche d'ambassadeurs pour asseoir leur action, pour, mieux communiquer et cetera. Donc voilà, ça peut être aussi, se rapprocher de scientifiques justement, parce que les scientifiques sont pas assez écoutés. Nous, c'est ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste. Un des gros points forts de notre association, ça a été un petit peu la mise en avant de Jean-Baptiste auprès des sportifs, auprès de partenaires aussi. Nous, il y a des partenaires de voilà, Mirova, Fondation qui est un de nos partenaires sur les expéditions. Jean-Baptiste est venu sur des projections. Pour parler, on fait toujours, 15 minutes à peu près de présentation scientifique par Jean-Baptiste, sur nos projections et beh, finalement ça a beaucoup plu à Mirova qui a décidé de s'investir dans son programme de recherche à SNLF. Donc on voit que les passerelles, voilà, elles existent et des fois c'est aussi, juste les rencontres qui font les occasions. Donc pareil, que les sportifs soient des facilitateurs et puis ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place, pareil avec Jean-Baptiste, c'est, la création, d'aires protégées avec, des parrains sportifs. Voilà, pour, Top. impliquer les jeunes générations dans la gestion de ces aires protégées et toujours pareil, quand il y a un parrain sportif bah, qui est là et qui impulse le mouvement, c'est génial pour les jeunes parce que, l'avenir, c'est la jeunesse et donc plus on en emmènera, mieux ce sera pour la suite. Complètement. Dernière question, Armel, brièvement, comment imagines-tu les sports de plein air dans le futur, dans un monde à +2, +3, voire même +4 degrés, où la biodiversité sera en grande souffrance? C'est vrai que l'impact du réchauffement climatique sur le sport, il commence à être un petit peu modélisé. On a quelques idées. Hem, on sait que, voilà, par exemple, dans un monde à +2 degrés, les Français pourraient perdre jusqu'à, 24 jours de pratique sportive dans le monde et dans un monde à +4 degrés, jusqu'à 2 mois d'activité sportive par an. C'est un rapport de WWF Ouais, qui avait été, fait par Mel Besson qui donnait ces chiffres-là. Pourquoi? Parce que de toute façon, dans un monde, à +2 à +4 degrés, on attention, encore une fois, les gens, ils ont tendance à dire: «Bah, que ce soit par exemple, qu'il fasse 29 ou 31 l'été, c'est pratiquement la même chose». Mais en fait, quand on parle de +2 ou +4, c'est pas du tout ça, hein. Ça, je laisserai, voilà, le loisir de se documenter là-dessus, mais ouais, c'est des on parle de phénomènes beaucoup plus, généraux, globaux, qu'on voit déjà aujourd'hui avec, l'accumulation des canicules, ces 3 dernières années. Donc notamment, effectivement, l'augmentation de la température fait qu'au-delà d'un certain seuil, il n'est plus envisageable de faire du sport et en tout cas de la performance. Donc il va falloir, soit s'adapter et dans une certaine mesure, avoir un temps où on ne pourra plus pratiquer. Moi, par exemple, qui viens de la voile, on sait que, dans un monde à +4 degrés, il faut relocaliser un quart des clubs situés sur les littoraux français, d'ici, 2100. C'est énorme. Ça c'est veut énorme. dire que, sur la façade méditerranéenne, par exemple, c'est un club sur 3 qui est sur les littoraux. Donc faut imaginer un club sur 3 qu'il faut reculer dans les terres, sachant qu'on va perdre aussi au niveau des littoraux des zones de pratique puisque si on recule, il y a des zones qui n'étaient pas prévues pour de l'aménagement, on va dire, nautique ou quoi et donc on ne pourra plus exploiter en tant que tel. On va perdre des zones de pratique. Heu, donc voilà, moi je trouve que c'est énorme. Heu, on parle aujourd'hui de grands événements comme les Jeux olympiques, comme la coupe du monde. On se dit: «Après la coupe du monde au Qatar, il y aura pas pire». Bah si, maintenant on va faire une coupe du monde sur 3 continents. On n'est pas du tout à la mesure de l'enjeu qui nous attend et encore une fois, le sport, on fait peut-être partie de ceux qui ont 40 wagons de retard. Et pour moi, il faut que ce soit, voilà quelque chose d'ascendant. Il faut que ça vienne des pratiquants dans toute leur globalité, puis que tout ça soit fédéré par les athlètes qui sont les voix du sport
et que ça revienne aux instances et que toute cette pyramide, de l'ensemble des pratiquants représentés aussi par les athlètes, qui représentent l'élite du sport et tout, l'association des 2 bah, force, les instances à empêcher ces scénarios un petit peu catastrophes pour le sport. Ouais. Merci Armel d'avoir accepté notre invitation et d'être venu à notre micro. On suivra avec attention la prochaine édition de Sport for Future et Bah tes oui, prochains merci projets à pour vous. un sport plus responsable. Super, merci pour votre invitation. À bientôt. À bientôt. Passons à notre deuxième invité, Didier Lehenaf. Il est le fondateur d'Un Sport Vert pour ma planète, de Colibri et compagnie, et aussi le concepteur des Eco Games. Depuis 2 décennies, il porte les sujets d'écologie dans le monde du sport. Il est à notre micro pour parler des forêts du sport français, un mouvement national qui vise à lutter contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité. Bonjour Didier. Bonjour Mickaël. Didier, tu as la réputation d'être l'historien du sport éco-responsable, certains disent même le préhistorien, je n'irai pas sur ce terrain-là. D'où vient cette réputation, cette légende en quelque sorte? Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ce parcours? Ah oui, en fait, quelque part préhistorien parce que je me suis intéressé aux problématiques de développement durable. Alors, quel que soit ce qu'on met sous ce vocable de développement durable, on sait qu'aujourd'hui, on devrait davantage parler de développement soutenable ou de sobriété acceptée. En fait, j'ai commencé à m'intéresser à ces problématiques à la fin des années 90. Donc, dans le monde du sport, quelqu'un qui parle de développement durable ou soutenable dans les années 90, ça n'existe pas, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un univers extrêmement clos, très peu d'acteurs en parlent, ils savent pas forcément comment en parler, ils ont bien perçu les problèmes, mais ils l'ont pas forcément formalisé. Donc effectivement préhistorien parce que c'est une époque qui précède la prise de conscience au niveau français, qui commence dans les années, on va dire 2007. Moi j'aime bien utiliser la date de 2007 parce que c'est le premier bilan carbone d'un événement sportif en France, la Coupe du Monde de rugby, donc accueillie par la France en 2007, où on a découvert effaré le bilan carbone d'un grand événement sportif international à ce moment-là, quoi. Voilà, 2007, j'avais déjà créé un sport vert pour ma planète, j'avais déjà organisé les Jeux mondiaux de l'environnement au Brésil, et ça faisait 10 ans que je me posais des questions existentielles sur les impacts environnementaux du sport, quoi. Donc voilà, pour faire en cours, un retour en arrière sur pourquoi on me taxe d'être le préhistorien du sport éco-responsable. Et tu as créé il y a quelques mois donc les forêts du sport français. Est-ce que tu peux nous parler de cette initiative et quelle est aujourd'hui sa plus-value sur des projets de reforestation? Alors en fait, officiellement, le projet des forêts du sport français est sorti de terre en février, début février 2023, mais ça faisait déjà 2 années que je réfléchissais à cette histoire. Et l'histoire est toute simple, c'est que quand on connecte le sport et la biodiversité, malheureusement, on reste au stade de l'observation, au stade du constat. Mais il y a très peu d'initiatives qui sont mises en œuvre, si ce n'est des opérations de compensation carbone extrêmement malvenues et maladroites, parce que dès qu'on rentre sur le terrain de la compensation carbone, on touche à un secteur et à un univers qui ne sent pas bon, qui est celui du greenwashing lié à on impacte, mais c'est pas grave puisqu'on a le droit de polluer puisqu'on peut compenser. D'où un certain nombre d'initiatives dans le monde du sport et notamment parmi les acteurs du sport d'en haut qui plantent des arbres et qui se dédouanent quelque part en ayant planté des arbres, il n'y a pas de problème, quoi. On peut polluer puisqu'on plante des arbres pour compenser, quoi. Donc ça, c'est pas très bienvenu. L'autre type de série d'initiatives qui existent dans le monde du sport, c'est des rapprochements de certains sports, notamment les sports de pleine nature, avec des opérations très louables de prise en compte de la biodiversité animale notamment, végétale mais aussi animale. Donc pour le végétal, on a le compactage des sols par la randonnée pédestre, le VTT, les parcours équestres en nature, etc. Ou en matière de prise en compte de la biodiversité animale, de
période de reproduction, nidification des rapaces. Donc je pense aux fédérations comme la fédération équestre ou comme la fédération de la montagne et de l'escalade qui s'est rapprochée de la Ligue de protection des oiseaux pour la Mmh. nidification des Mmh. rapaces, etc., quoi. Donc voilà. Mais tout ça, ça relève quand même d'un univers de, 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 d'initiatives ponctuelles et qui nécessitent d'être pensées, formalisées, généralisées. On n'est pas là pour parler d'un sport, de deux sports, de trois sports, mais de tous les sports qui ont un impact sur l'environnement et comment on peut formaliser un univers et un programme qui permettent d'engager tout le monde, quoi. C'est comme ça que les forêts du sport français, le programme a été créé, avec un accélérateur qui a été en fait l'organisation par la France à Marseille en septembre 2021 du Congrès mondial de la nature, où quand je m'y suis rendu, j'ai découvert un petit peu effaré qu'il n'y avait quasiment aucun acteur du sport qui était présent. Donc il y avait des ONG, des acteurs de l'environnement qui étaient présents en masse, mais représentant le monde du sport, personne, quoi. Donc il fallait faire quelque chose. Et ben comme souvent, quoi, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je me suis posé la question de savoir comment on pouvait lancer une initiative qui fasse sens. Et c'est comme ça que le projet des forêts du sport français est sorti de terre. Tu le disais, on parle finalement assez peu de biodiversité dans le sport aujourd'hui. D'autres thématiques environnementales sont souvent priorisées. Quel est ton regard là-dessus justement? Comment tu l'expliques? Mais en fait, c'est très simple. Parler de déchets, c'est facile, quoi. Parce Ouais. que les déchets, ça se voit. L'ADEME a fait plein de calculs. Les organisateurs au quotidien ont à plancher, à gérer une accumulation massive de déchets. Bon, je prends toujours les mêmes chiffres, mais malheureusement, ils sont extrêmement parlants, quoi. Ouais, bien sûr. Quand on parle de déchets sur les quatre plus grandes courses parisiennes, c'est 1,1 million de bouteilles plastiques. Sur les quatre grandes courses parisiennes que sont le marathon de Paris, le semi-marathon, C'est les énorme, 10 ouais. km de Paris et Paris-Versailles, quoi. Bon, 1,1 million de bouteilles plastiques, quoi. Quand on parle du Tour de France, c'est 12 000 tonnes de déchets qui s'accumulent sur 3 semaines sur l'ensemble des parcours et qui s'accumulent à des endroits pas toujours fabuleux, quoi. Puisque le Tour de France ayant cet extraordinaire prestige et privilège de traverser toute la France, notamment les espaces verts, les espaces protégés, ces 12 tonnes de déchets sur les pentes du Mont Ventoux quand le Tour de France le traverse, etc., quoi. Donc la problématique de déchets, c'est une problématique bateau, parce que tout le monde sait, comprend, ça se voit. Les émissions de gaz à effet de serre, ça se voit pas, quoi. Je veux dire, qu'on émette 1 tonne ou 68 tonnes de CO2, qui se sent concerné par cette problématique? Parce que ça ne se matérialise pas concrètement, quoi. L'eau, ça peut se matérialiser par des factures d'eau, par des plans d'eau dont on s'accapare et qu'on peut éventuellement détériorer quand on fait de la natation en eau vive, du triathlon, etc., quoi. Mais la notion de protection de l'environnement et de la biodiversité à travers des critères qui sont les petits oiseaux, qui sont la reproduction. C'est très compliqué, quoi, à, à estimer. Alors, en même temps que je parle de ça, j'ai en tête un triathlon auquel j'avais participé en tant que co-organisateur, qui était les championnats du monde de triathlon à Muskoka au Canada. Mhm. C'était en 1991, donc ça ne nous rajeunit pas. Mais Ouais. par contre, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que les organisateurs locaux avaient accepté, avaient négocié avec les propriétaires d'un parcours de golf, le parcours de golf de Muskoka, le passage donc de milliers de participants sur le parcours de golf lui-même, quoi. Et ce qui est intéressant de relater par cet exemple, c'est que le parcours de golf avait été complètement ravagé par le passage de milliers de coureurs à pied sur les différents parcours. Le parcours était magnifique, hein, mais un désastre à l'arrivée. C'était en septembre. Compactage des sols, c'était devenu un bourbier, etc. Donc, faut imaginer. Et donc là, c'est intéressant parce que on visualise
ce que c'est qu'un compactage de sol, on visualise l'empreinte que ça a, etc. Donc, ça avait été particulièrement marquant à l'époque. Et moi, ça m'avait frappé. Ça avait frappé, bien sûr, le gestionnaire de l'équipement qui était, bon, on va dire furieux. Oui, forcément. Mais voilà, donc voilà un exemple concret de ce que c'est que l'empreinte environnementale du sport sur un espace naturel. Et après, on connecte ça avec quoi? Avec tout un tas de choses, dont le projet des forêts du sport français. Et donc, j'y reviens avec une dimension environnementale et une dimension végétale et une dimension animale qui sont vraiment importantes à considérer toutes les deux et en complémentarité. Parce qu'on a tous la possibilité de faire quelque chose sur le plan végétal et sur le plan animal, suivant l'endroit du territoire où on se trouve, le territoire spécifique sur lequel on compte travailler et la période de l'année. Parce que Ouais. planter des arbres, c'est sympa, mais on fait pas ça au mois de juin, quoi. Oui, on en reparlera justement juste après cette question qui suit. Si on prend quelques chiffres stupéfiants, aujourd'hui, on déforeste l'équivalent d'un terrain de football toutes les 2 secondes. 20 millions d'oiseaux disparaissent chaque année. On a 20 000 hectares d'espaces naturels qui sont artificialisés chaque année en France, soit 2 à 3 fois la surface de Paris. Ce sont des chiffres qui sont disponibles sur le site des forêts du sport français. Quelles sont les conséquences de cette destruction du vivant, Didier, et comment peut-on l'endiguer? Donc, bah, aussi bien les conséquences que la manière de l'endiguer, il y a deux manières de concevoir la manière de répondre à cette double interrogation. Une qui est propre au milieu du sport et une qui est plus générale, quoi. Donc, ça pose la question du rôle que le sport peut jouer dans la société. Alors, peut jouer par rapport à lui-même en interne, c'est-à-dire comment le sport peut repenser, réinventer ses pratiques événementielles et pratiques quotidiennes pour être moins impactant. Donc ça, c'est le côté négatif, mais aussi pour bonifier ses impacts. Et indépendamment de toute problématique de compensation, je reviens là-dessus, hein, il y a minimiser ses impacts d'un côté, et de l'autre côté, apporter une contribution positive à l'environnement dans lequel le sport évolue, c'est-à-dire en fait les terrains de jeu du sport. Les terrains de jeu du sport. Si on regarde aujourd'hui, si on fait une analyse de contenu des territoires que le sport explore et colonise pour développer ses pratiques, en fait, c'est tout le territoire national. Si on se tient juste à la France, c'est tout le territoire national, parce que ce soit les sols, que ce soit l'eau ou que ce soit l'air, le sport colonise tous ces espaces et donc parce qu'il les investit, doit réfléchir à la manière dont il peut repenser cette colonisation pour être moins impactant et pour bonifier ses impacts. Donc ça, c'est le côté purement sportif en intra. Et puis en inter, il y a cette réflexion qui est tout sauf purement technique. Elle est philosophique, elle est sociétale, elle est éthique sur comment le sport peut apporter une contribution positive au fait qu'au XXIe siècle, les gens, quels qu'ils soient, pas forcément des populations sportives, soient soient plus efficaces pour permettre que les gens d'aujourd'hui et demain, donc la génération d'aujourd'hui, mais les générations à venir, hein, nos enfants, nos petits-enfants, vivent sur une planète qui soit plus viable, vivable et équitable, quoi. Donc comment le sport peut y contribuer, indépendamment des pratiques purement sportives, quoi. Tu parlais de date pour planter tout à l'heure. Le 25 novembre, en l'occurrence, c'est une date sacrée, c'est la Sainte-Catherine, date où tout bois prend racine. De nombreuses plantations auront lieu ce jour-là. Ce sera d'ailleurs le cas avec Écolosport qui plantera de nombreux arbres à la ferme du Martel, près de Toulouse, dont le nombre variera selon l'audience, réalisée sur le mois d'octobre. Combien de projets soutenus par les forêts du sport français se réaliseront à cette date, justement, et pourquoi? Alors déjà, merci à Ecolosport de s'être lancé ce challenge, ce défi, parce que c'est pas facile, hein, très concrètement, qu'on soit un club, un organisateur d'événements sportifs, un comité, une ligue, une fédé, qu'on soit une marque sportive, qu'on soit un média du sport, comme Ecolosport. Sur le principe, c'est sympa de mettre un like sur Facebook et de partager une publication sur Twitter et LinkedIn. Ça, c'est la première étape, mais après concrètement on s'y prend comment, quoi. Donc Ouais. effectivement on s'est on a un petit peu focalisé l'attention des acteurs sur cette date du 25 novembre parce que à la date du 25 novembre qui est la Sainte Catherine, tout bois prend théoriquement racine, théoriquement.
Or, avec le réchauffement climatique, on se rend compte que tout n'est pas si simple, Oui. que vous voyez bien les dates, les températures qu'on a au mois d'octobre, qui sont hallucinantes, quoi, parce que septembre encore, mais octobre, on n'en parle pas. Même s'il y a un refroidissement salutaire, on se rend bien compte que les moyennes enregistrées en France et dans le monde entier, d'ailleurs, en septembre et en octobre, sont très au-dessus de ce qu'on appelle les moyennes saisonnières. Euh, et donc, la date du 25 novembre, on se demande bien quelle température on va avoir le 25 novembre. Ouais, c'est Et clair. donc, en fait, c'est 25 novembre et après. Donc, en fait, la période qu'il faut focaliser, c'est à partir du 25 novembre pour ce lancement, mais tout au cours de l'hiver jusqu'au printemps prochain, puisqu'on sait globalement que les moments les plus appropriés pour planter des essences, quelles qu'elles soient, c'est fin novembre, décembre, janvier, février, mars. Après, ça peut devenir très compliqué, surtout suivant l'endroit où on plante, quoi. Mm. Là, à l'heure actuelle, on est en train de réfléchir à une plantation très sympa sur la cité, la cité scolaire de la Canale de Sceaux, qui est un des endroits où on a organisé les Eco Games Sport Planète Paris en juin dernier. Eh bien, on se rend compte qu'en fait, on ne peut pas planter n'importe où parce que dans le suivi suite à la plantation, il y a la problématique de l'arrosage. Donc, ça pose la problématique de l'humidité des sols, du fait qu'il faut que ça soit ombragé, qu'on ne peut pas planter n'importe quelle essence, etc. Donc, c'est passablement compliqué. Mais bon, les forêts du sport français sont là pour accompagner tous les acteurs du sport dans cette quête de contribution positive. Et nous, on peut apporter un soutien technique, logistique, pédagogique, en collaboration avec la Fondation pour la Nature et l'Homme, parce que la FNH, qui a lancé le programme J'agis, je plante, s'est rapprochée de nous pour lancer ensemble le projet J'agis, je plante avec les sportifs et met à notre disposition des dizaines de tutos, tout le personnel, entre guillemets, expert sur le plan environnemental. Et nous, on apporte la touche, la valence sportive, puisque nous, on est des experts du monde du sport. Alors, j'en termine là pour souffler, mais aussi pour me rendre compte que je n'ai peut-être pas répondu totalement à ta question, Michel. J'allais te relancer sur le nombre de projets soutenus par les Voilà. forêts du sport français justement sur cette date. Alors, sur cette date, c'est difficile à dire le nombre de projets qu'on aura. On en a une trentaine qui ont été listés, mais dont on ne sait pas, pour plein de raisons, si ça sera effectivement la date du 25 novembre. Donc, on pense avoir entre 30 et 50 projets qui vont se dérouler au cours de l'hiver, D'accord. Ouais. Mais c'est vrai que les freins sur le plan technique, logistique, politique, éducatif, c'est hyper compliqué parce que le 25 novembre, pour prendre un exemple très concret, c'est un samedi Ouais. et c'est très compliqué de solliciter, par exemple, des populations scolaires le samedi. Parce que le samedi, les gamins bossent pas, à part les populations de lycée pour la plupart et certains collèges. Mais par exemple, on nous a proposé des projets le mercredi, quoi, le mercredi 22 novembre. C'est juste un peu tôt, quoi. Donc on est en train de voir comment le repousser à la semaine d'après, aux semaines qui suivent, etc. L'associer avec des projets pour le milieu scolaire, mais aussi les problématiques de sollicitation des clubs un samedi, les problématiques de sollicitation des jardiniers et des pépinières un samedi, et le 25 novembre, parce que tous les pépiniéristes de France ont été sollicités pour le 25 Évidemment. novembre. Donc voilà, donc c'est parti d'une bonne intention, une OP de com, etc., qui est géniale, relayée par, on n'en a pas parlé encore, mais par la Maïf Oui. qui s'est coupé en quatre pour mettre à disposition son service de com et la Fondation pour la Nature et l'Homme pour relayer nos opérations. Sauf que tout n'est pas si simple. Là, au jour d'aujourd'hui, au moment où on en parle, tout n'est pas si simple. Mais on imagine qu'on aura au minimum une dizaine d'OP le 25 novembre, mais certainement entre 30 et 50 OP qui seront lancés à partir du 25 novembre pour D'accord. montrer comment le monde du sport réagit et est efficace et actif sur des OP. Alors là, je rebondis, mais il y a la dimension végétale avec la plantation d'arbres, mais aussi l'opération animale, qui est notamment l'implantation de nichoirs à insectes et à oiseaux, un rapprochement avec des gens qui sont des gestionnaires de ruches et de ruchers, etc., parce que l'opération, elle est végétale et animale.
Pour finir, brièvement, comment le sport peut se saisir de ces enjeux de biodiversité? Quels conseils rapides peux-tu donner? Alors, elle est vraiment intéressante cette question parce que elle me renvoie à un événement dont j'ai piloté l'organisation avec Maïf, hein, les États généraux Sport Planète, qui se sont déroulés donc en octobre 2022, et qui, à l'époque, s'appuyait sur une consultation Sport Planète qu'on avait menée au cours de l'été auprès de tous les acteurs du sport avec 6500 répondants et qui avait montré ce chiffre effarant, étonnant et très boostant quoi, pour nous, qui est que les problématiques environnementales étaient les premières mises en avant par les acteurs du sport, le secteur dans lequel il fallait que les acteurs du sport s'engagent. Donc ça, pour nous, c'était très fort, à notre grande surprise, hein, parce qu'on pensait qu'il y avait que le social, que l'économique, etc. En fait, c'est l'environnemental. La protection de l'environnement était l'objectif numéro un poursuivi, enfin le désir numéro un des acteurs du sport d'engagement dans les années qui viennent. Donc pour nous, c'était un fabuleux boost par rapport à notre... D'ailleurs, c'était un accélérateur de la création officielle et de lancement officiel des forêts du sport français. Donc on a la matière, c'est-à-dire les acteurs du sport, ils ont parfaitement compris qu'il fallait s'engager, sauf qu'il y a des freins. Et un des premiers freins, c'est le fait qu'ils ne savent pas comment s'y prendre, quoi. Ils savent simplement pas comment s'y prendre. C'est ok, c'est génial, mais bon, une fois qu'on a dépassé la problématique de je nettoie mes déchets et je laisse derrière moi juste l'empreinte de mes pas, ça c'est la théorie. Dans les faits, on se rend compte que c'est hyper compliqué. Donc, allez sur le site fsf.green pour comprendre comment, en matière de méthode, en matière technique, en matière de comment passer ce premier élan qui est on veut s'engager, comment on s'y prend, ça c'est là. Et ben voilà, tournez-vous vers nous, fsf.green, Baptiste Romero, qui est chef de projet et qui a dispo pour voir comment, quand on est club, quand on est organisateur d'événements sportifs, quand on est sportif, sportif de haut niveau ou sportif lambda, c'est pas du tout péjoratif lambda, mais sportif de niveau loisirs sportifs ou sportifs de niveau local ou régional, comment on peut agir, comité départemental, olympique et sportif, ou sportif, comité départemental de triathlon, ou ligue régionale d'athlétisme ou de natation, etc. Organisateur, donc marque sportive média, comment vous pouvez vous engager concrètement, tournez-vous vers nous, c'est la première chose que je peux dire, parce que on pourrait y passer des heures à expliquer le détail d'eux, mais en fait, on a tout dans les tuyaux, on a tout dans les cartons, et on est à votre dispo pour transformer l'essai, quoi. Bon, l'expression est malheureuse parce que la France vient juste d'être éliminée de la Coupe du Monde de manière très injuste. Et pour le répéter, le nombre de points qu'on a perdu dans ce match lié à tout un tas de raisons, dont Tout à fait. suspension, je n'en dirai pas plus. Voilà. Donc tournez-vous vers nous tout simplement pour qu'on avance ensemble, pour mettre sur pied des projets géniaux. À l'heure actuelle, on a des projets avec des UNSS dans différents départements de France. On a des clubs dans différents sports, de l'athlé, du rugby, etc., qui se sont rapprochés de nous. On a des événements sportifs, l'Éco-Trail de Paris, etc., etc. Bon, Maïf, bien sûr, comme marque sportive, mais d'autres, Écolosport, bien évidemment, qui se sont rapprochés de nous pour avancer concrètement. Rapprochez de nous pour qu'on avance tous ensemble sur ce chemin qui est génial, quoi, tout simplement. Parce que c'est la planète. Je le répète donc, fsf.green. Merci beaucoup Didier pour cet échange riche et bravo pour toutes les actions soutenues par les forêts du sport français et surtout pour toutes celles que tu portes depuis tant d'années. Et merci Michael de nous donner la possibilité via Écolosport de porter tous ces thèmes qui sont si importants pour nous, pour les différentes communautés qui habitent cette planète aujourd'hui. Merci, à bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré au lien entre la pratique sportive et la protection de la vie terrestre. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager à votre entourage et à aller le noter sur les plateformes d'écoute, et notamment sur Spotify et Apple Podcast. Cela permettra à notre série de gagner en visibilité et surtout de sensibiliser le plus grand nombre. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Ensemble, engageons-nous pour un sport durable. Portez-vous bien et à très vite.